Dans le Code de la santé publique, il est un chapitre concernant la lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine. Et il est assez cocasse que les seules espèces qui soient mentionnées soient 3 variétés d'ambroisie, soit dans la mythologie grecque, cette nourriture qui confère l'immortalité à celui qui l'ingère et dont l'étymologie vient justement d'ambrotos en grec, qui signifie immortel ou divin. Et il n'en fallait pas plus pour suggérer aux juristes férus de mythes et des légendes que je suis une analyse justement de ces mythes et ces légendes pour penser le transanimalisme en droit. À cet égard, on peut voir que les récits mythiques et légendaires de tout lieu et de tout temps comptent bon nombre d'animaux augmentés, des animaux au pouvoir surnaturel, par rapport à ceux que l'on connaît. Que l'on pense au taureau du ciel de l'épopée mésopotamienne de Gilgamesh, l'un des plus vieux mythes connus de l'humanité, qui fait disparaître toute une lieue de la rivière dans laquelle il boit. Que l'on pense encore au lion de Némée de la Grèce antique, que va combattre Héraclès, qui a une peau qui est impénétrable. Que l'on pense encore à Sleipnir, le cheval d'Odin dans la mythologie nordique, qui a 8 pattes et qui peut galoper sur mer, sur terre, voire même voler dans les airs. Que l'on pense encore aux renards kitsune du Japon, qui ont la capacité de se transformer en femmes et même de donner des fils aux hommes qui voudraient bien les connaître au sens biblique du terme. Des dragons cracheurs de feu combattus par les 5 saurochtones au kraken qui détruit les navires à coups de tentacules. Les capacités hors normes de ces monstres animaux sont impressionnantes autant que terrifiantes lorsqu'elles sont utilisées contre les hommes, ce qui est bien souvent le cas. Ces animaux servent également les dieux grâce à leurs facultés extraordinaires et ponctuellement les humains. Ainsi, Ugin et Munin, les corbeaux d'Odin, lui permettent de surveiller l'activité de tous les Ases, les dieux de la mythologie nordique. Héraclès utilise la peau du lion de Némée pour s'en faire une armure. Peut-on dès lors trouver dans ces mythes qui présentent des animaux augmentés, des animaux suranimaux, quelques pistes pour penser le transanimalisme en droit? Peuvent-ils servir d'inspiration pour une réflexion sur l'augmentation de l'animal, bien souvent au profit de l'humain, et sur ses implications juridiques? C'est tout le pari de cette contribution, et a priori, ces animaux augmentés présents dans les mythes suscitent 3 éléments de réflexion. D'abord, ils sont utiles en ce qu'ils remplacent avantageusement leur banal semblable, ou même l'homme, pour faire le travail auquel il est astreint. Ensuite, ils font peur par leur différence, mais également par leur pouvoir et par les dommages qu'ils sont susceptibles de créer. Enfin, ils questionnent la singularité humaine par leur origine d'une part, souvent divine, parfois d'ailleurs commune avec l'homme, mais à considérer que celui-ci deviendrait l'auteur de ces animaux augmentés, il s'érigerait alors en démiurge, et donc tous les mythes de l'hubris, de la démesure, en particulier le mythe de Prométhée, ne sont pas loin. Il convient donc d'interroger d'abord la place de l'animal augmenté dans les mythes et légendes par rapport au droit, avant de concentrer sur ce que cette place dit de l'homme. L'animal augmenté dans les mythes et légendes, tout d'abord, on l'a dit, pour l'homme, dans les mythes et légendes, l'animal qui se trouve augmenté, doté de caractéristiques surnaturelles, apparaît comme particulièrement utile d'une part, terrifiant de l'autre. Et à ces 2 caractères de l'augmentation animale dans les mythes et légendes correspond assez naturellement une réponse de faveur et une réponse de prudence. S'agissant de l'augmentation utile qui vaut la faveur du droit. Les pouvoirs surnaturels des animaux mythiques et de leur démembrement, que l'on pense à la corne d'abondance qui ornait le front d'une chèvre ou d'un taureau dans la mythologie grecque, que l'on pense encore à la peau du lion de Némée que j'ai évoqué, utilisée comme bouclier. Ces pouvoirs surnaturels des animaux mythiques font miroiter des possibilités bien utiles, susceptibles d'améliorer la condition animale d'abord, humaine ensuite, ou peut-être l'inverse, la condition humaine d'abord et animale ensuite. Il s'agit d'une augmentation qui peut être utile pour les animaux, dans les mythes en tout cas. Il peut sembler que l'augmentation irait ainsi dans le sens de la protection de l'animal. En effet, les apporter à la conscience d'eux-mêmes et surtout à la possibilité de s'exprimer, par exemple, comme dans bien des mythes où les animaux conversent avec les hommes, leur permettrait à nouveau de s'exprimer comme les nymphes ou les faunes d'antan. Et pourquoi pas d'intervenir sur la scène juridique pour venir réclamer dommages et intérêts des actions qui leur seraient, des atteintes plutôt qui leur seraient portées par l'homme ou par son action.
J'ai notamment en tête l'exemple du mythe de Pasiphae, la femme de Minos, qui, à l'aide de l'ingénieux Dédale, viole par surprise un taureau blanc et donnera naissance au Minotaure. On reviendra sur cette naissance. Mais la question du consentement à l'acte sexuel se pose, et aujourd'hui, on le voit bien, toutes les atteintes sexuelles commises sur les animaux sont réprimées. Leur augmentation aurait donc pour effet de permettre d'intensifier les rapports interespèces en la matière, mais également dans bon nombre d'autres. Ces différents types d'augmentation iraient dans le sens effectif des récents progrès en matière de bien-être animal, reconnaissant leur sensibilité et obligeant dès lors les hommes à les traiter d'une manière respectueuse de celle-ci. Mais reste que l'on se trouve un petit peu dans l'idylle. Un autre point de vue, plus réaliste à mon sens, pourrait être celui de voir dans l'augmentation de l'animal un projet qui viserait surtout à être utile aux hommes et à eux d'abord. Et à cet égard, les animaux augmentés des mythes font rêver. Source de viande plus qu'abondante pour l'énorme taureau du ciel de l'épopée de Gilgamesh, moyen de locomotion idéal pour le cheval d'Odin, système d'alarme et de garde ultra perfectionné pour les dragons, objet de distraction et de contemplation pour les licornes, par exemple, ou encore arme de guerre pour le kraken et les dragons. Les exemples pourraient être multipliés à l'envi. Selon les termes du Code de la santé publique, les recherches qui impliquent cette fois la personne humaine doivent avoir pour but d'étendre la connaissance scientifique de l'être humain et les moyens susceptibles d'améliorer sa condition. A fortiori, lorsqu'il ne s'agit plus d'utiliser l'humain, mais les animaux, la recherche d'augmentation de l'animal rentrerait tout à fait dans ce cadre de chercher à améliorer la condition de l'homme. Et l'on voit que notre droit reste à cet égard très anthropocentré, ne faisant que bien peu de cas, justement, de cette sensibilité animale qui, si elle justifie un certain frein aux recherches qui impliquent l'utilisation de l'animal et qui l'implique directement, elle ne l'interdit pas pour autant, sans rentrer dans le détail de leur régime. L'augmentation de l'animal, auquel on pourrait ajouter le végétal d'ailleurs, déjà opéré dans les sélections, mutations, modifications apportées par la science, reçoit ainsi également la faveur du droit. Aussi, si cette augmentation de l'animal peut apparaître comme utile pour lui-même, pour l'animal peut-être, pour l'homme sûrement en tout cas, elle se révèle également terrifiante, ce qui justifie l'autre face du droit à son égard, c'est-à-dire sa prudence. Donc, l'augmentation terrifiante de l'animal qui nécessite la prudence du droit. À cette terreur induite par les animaux augmentés des mythes et légendes correspond bien l'éthique du principe de précaution en droit et la philosophie d'Antionas transcrite aujourd'hui dans le droit et en particulier dans le droit de l'environnement. Il s'agit d'une peur qui incite à agir ou à s'abstenir lorsque l'inaction ou l'action de l'homme pourrait engendrer des dommages. Ainsi, cette augmentation, elle peut apparaître également terrifiante pour les animaux et pour les hommes. Pour les animaux d'abord, peut-être faudrait-il voir dans cette augmentation justement quelque chose de terrifiant pour les animaux. L'augmentation, en ce qu'elle aurait pour but de servir l'homme davantage que l'animal, pourrait être cause pour lui de grande peur. Que l'on pense aux vaches à hublot ou aux vaches fistulées, ou encore aux animaux sur lesquels l'on fait véritablement pousser des organes humains, des animaux sur-animaux, l'idée est bien de les utiliser après pour le bénéfice humain, direct ou indirect. Là, on s'imagine donc croiser l'hydre de Lerne dont les têtes repoussent avec le géant taureau du ciel, et l'on aurait une source de viande infinie, certes, mais au prix de la souffrance également infinie de l'animal, ce qui irait peut-être dans le sens de l'incrimination des actes de cruauté imposés aux animaux. Mais quand on voit le régime actuel en matière d'élevage en batterie, l'on se questionne quant à cette interrogation. Cette augmentation, si elle peut apparaître terrifiante pour les animaux, elle peut apparaître également et surtout terrifiante pour les hommes. Cette augmentation de l'animal par la d'extinction d'espèces disparues, voire par la création d'autres espèces mythiques, comme les Bigfoot et compagnie, par exemple, ou le fait de rendre plus forts, plus intelligents ou plus résistants certains animaux, aurait aussi pour effet de les rendre plus dangereux pour l'homme. Les mythes fourmillent d'exemples en ce sens. Bien des travaux d'Hercule évoqués ressortent de cette lutte contre des animaux aux capacités surnaturelles qui terrifient les populations locales. Que l'on pense aux sangliers dérivantes, par exemple, dont on voit mal comment nos chasseurs régulateurs, décidément célèbres ces temps-ci, auraient mal à venir à bout. Cette crainte existentielle que font peser donc, les animaux augmentés dans les mythes se traduit aujourd'hui dans le droit avec la grande notion que constitue notre principe de précaution. Il y a un problème avec le micro, peut-être. Vous m'entendez? Oui.
Oui, pardon, il y a eu un problème avec le micro. Donc, oui, je disais, cette crainte existentielle se traduit dans le droit avec le principe de précaution et la mutation de la responsabilité qui aujourd'hui passe de rétroactive à davantage proactive. Donc, pour éviter les dommages qui peuvent être créés dans le futur. L'augmentation de l'animal justifie ici la certaine prudence du droit. Mais si elle questionne la place de l'animal, cette question de l'augmentation de l'animal dans le droit, elle questionne également la place de l'homme. Et cela se retrouve également dans les mythes et légendes. Au-delà de ce que l'augmentation de l'animal cause à cet animal ou à l'homme indirectement, elle induit un questionnement sur la place de l'homme. Cette augmentation, elle est souvent commune dans les mythes et légendes, et cette communauté d'augmentation défie la singularité, ce qu'on appelle la singularité humaine en droit. Donc, sur cette augmentation qui est bien souvent commune et qui inquiète le droit. À l'augmentation de l'animal correspond souvent une surhumanité en miroir. Gilgamesh, le héros mésopotamien, ou Hercule, qui combattent chacun l'un d'eux des animaux monstrueux, évoqués plus haut, constituent l'archétype des surhommes, l'un étant demi-dieu et les deux deviennent totalement dieux après leur mort. Aussi, il n'est somme toute pas étonnant de trouver une communauté de destin entre l'homme et l'animal, pour ce qui est de l'augmentation, et qu'ainsi au transhumanisme correspondent à un transanimalisme. Donc, sans rentrer excessivement dans le détail du régime juridique de l'homme augmenté, du transhumanisme et du droit, ce qui pourrait constituer le sujet d'une thèse, l'augmentation de l'homme, pour atteindre ce niveau de surhumanité que représente Hercule ou Gilgamesh, qu'il soit enviable ou non, pose un certain nombre de problèmes au droit, en raison du sacré de l'homme, de son intégrité au sens de pureté, puisqu'il est vu historiquement comme une image de Dieu. Sacralité s'oppose à son autonomie, son intégrité s'oppose en un sens à sa liberté. Mais l'on voit que la seconde est en train de gagner de plus en plus de terrain. D'ailleurs, si le droit affiche une certaine réticence, qui est en train d'être battu en brèche, mais il y a une certaine réticence à l'augmentation de l'homme en raison du sacré qui pèse sur l'humain, cela est beaucoup moins vrai s'agissant de l'animal. En effet, à l'inverse, il n'y a pas de... Pardon ? Quentin, oui. On me signale, il y a un effet Larsen. Est-ce que vous avez d'autres effets technologiques? Parce que du coup, l'interprétation ne peut pas se faire. Et pour les auditeurs, c'est très compliqué parce qu'il y a un effet Larsen qui est très fatigant. Est-ce que vous avez un autre... Est-ce que vous pouvez enlever votre connexion et essayer comme ça? Oui, est-ce que c'est mieux comme ça? Ah bah oui, non, allez-y, parlez. Allez-y, ouais. Je peux reprendre du coup. À l'inverse, le sacré de l'animal, est-ce que c'est... Ah, ça ne change rien. Non. Il y a vraiment un écho très bizarre. Pourtant, tout le monde est bien muet. Et comme ceci? Non, c'est toujours pareil. Ça ne change rien pour vous? Là, je ne vous entends plus, du coup, d'ailleurs. Il y a un écho très fort, en fait. Est-ce que vous avez d'autres connexions en même temps qui est ouverte? Non. D'accord. Bon, bah écoutez, on continue à vous écouter, mais c'est vrai que c'est... L'interprète. Il y a une personne en ligne qui nous indique qu'apparemment, ça ne viendrait pas de lui, que ça viendrait de notre plateforme, la plateforme qui reçoit le son, et que ce serait à Dominique de résoudre le problème. Voilà, j'avoue que je n'y connais rien. Donc je suis là, Amandine. Je viens d'arriver. Bénédicte vient de m'appeler. Moi, je pense franchement que ça vient de chez l'intervenant quand il y a le pas, parce que quand toi tu parles ou Émilie parle, ça ne le fait pas du tout. Il n'y a pas de problème. Ouais. Ça fait que quand Monsieur Lepluard parle. Oui, c'est vraiment que pour Monsieur Lepluard. Là, moi, quand je t'entends, c'est parfait. Oui, moi aussi, je t'entends normalement. Ouais. Ah voilà, c'est de pire en pire. Ça fait un Larsen. Je ne sais pas, vous n'avez pas d'autres écouteurs ou d'autres... Je viens d'en changer, ça n'a pas... Et ça fait toujours pareil. Oui, et là, j'utilise du coup le micro de l'ordinateur, c'est pas mieux? Non, c'est pas mieux. Bon, parce que je crains qu'on ne puisse pas rester trop longtemps sur cette qualité de son, parce que beaucoup de personnes réagissent en même temps et disent que c'est très difficile à supporter, malheureusement. Et avec celui-là, il est connecté en même temps. Là, ça a l'air mieux. Attends, là, ça a l'air mieux, là.
Ah, peut-être que… voilà. Ah oui, Voilà, c'est beaucoup là, mieux. c'est bien. Là. Bon, alors reprenons avec celui-là. Ah oui, c'est fantastique là. Quel Bon, bonheur. c'est parfait. Alors, toutes mes excuses, effectivement. Donc, je reprends où j'en étais, ou vous avez besoin que je revienne un peu avant? Du coup, je ne vous entends plus. Reprenez là où vous en étiez, non? Je reprends où j'en étais. Ouais. Alors, très bien. Donc, je vous le disais, effectivement, il n'y a pas véritablement de sacré de l'animal en droit. Aujourd'hui, on reproduit et on manipule avec les OGM les animaux sans que cela pose problème outre mesure. Si l'homme s'érige en protecteur de leur icéité au nom notamment de sa propre dignité, il n'y a pas plus. Il s'impose effectivement de les traiter dignement, un peu comme un maître et possesseur en somme, prenant garde de ne pas aller jusqu'à causer sa perte. Néanmoins, si l'augmentation est utile et non dangereuse, il n'y a pas véritablement de frein à celle-ci en droit. Ce qui est certain, c'est que si les barrages à l'augmentation de l'homme cédaient, ceux qui sont encore plus fragiles et qui protègent l'animal suivraient également. Donc on voit, il y a bien une communauté de destin qui lie l'homme et l'animal, notamment dans les mythes, qui défie la singularité humaine en droit. Cette communauté de destin dans les mythes où des surhommes côtoient des animaux augmentés interroge la singularité humaine. Leur origine commune, qui est bien souvent divine, les met au même rang. Et leur augmentation par l'homme, en revanche, irait davantage hisser celui-ci au rang de créateur. Cela interroge à nouveau cette singularité humaine qui pose l'homme comme centre, si l'on veut, du droit, comme référent, point référentiel du droit, et comme possesseur exclusif de la personnalité juridique. Et cela interroge également sa responsabilité sur son environnement. Sa propre augmentation doit-elle être partagée aux animaux, ce que les transhumanismes voudraient notamment voir arriver en les faisant accéder à des stades plus avancés de conscience. Dès lors, faire accéder les animaux à la conscience, leur faire don de certaines capacités qu'ils n'avaient pas en venant au monde, c'est là la reprise du mythe de Prométhée, ce titan qui fut puni par Zeus, contraint d'avoir le foie dévoré quotidiennement par un aigle, et dont le crime était d'avoir donné le feu aux hommes, justement. S'érigeant non plus comme l'image de Dieu, mais comme Dieu lui-même, l'homme joue alors le rôle du créateur sans l'omniscience qui le caractérise. Il fait en cela preuve d'hubris, c'est-à-dire de démesure, la démesure qui est systématiquement punie dans les mythes grecs, notamment que l'on pense à Icare, Tantale ou encore Prométhée que l'on vient de citer. La difficulté supplémentaire, c'est que les mythes qui mettent en scène ces animaux augmentés présentement, donc c'est vraiment le brouillage des frontières entre l'homme et ce qui l'entoure. Que l'on pense au Minotaure que j'ai évoqué, produit de l'accouplement entre une femme et un taureau blanc, entre l'homme et l'animal, ou aux chimères que la récente loi de bioéthique vient d'autoriser en partie lorsqu'elles sont des chimères animal-homme, mais non homme-animal. Via le brouillage de ces frontières, l'on en vient à se poser des questions comme la suivante. Quelle est la place de la dignité humaine en droit, puisque c'est encore elle, voire toujours elle, qui est questionnée. Cette dignité à valeur constitutionnelle qui implique notamment la primauté de la personne. Cette dignité que cherchaient encore ceux qui croyaient dans les mythes grecs, dans les récits mythologiques et légendaires, dans lesquels la place de l'homme n'était pas encore fixée, entre les dieux et les animaux au pouvoir surnaturel ou les surhommes, cette dignité que le droit a su dégager et qu'il ne doit pas perdre de vue. La conclusion de cette intervention, dès lors, elle est assez simple. Il y a une certaine adéquation entre les différents mythes et légendes et les quelques dispositions que l'on trouve dans le droit qui peuvent s'appliquer à l'augmentation de l'animal. Faut-il en conclure qu'il n'est pas forcément dès lors nécessaire d'interroger les mythes et les légendes pour penser le transhumanisme en droit? Rien n'est moins sûr. Il convient de garder à l'esprit ces mises en garde lorsque les désirs hubriques, les désirs démesurés de l'homme de s'augmenter et d'augmenter ses frères inférieurs se font trop pressants, quitte à oublier les impératifs de prudence et d'humilité véhiculés dans ces reliques de sagesse anciennes. À cet égard, la situation est assez comparable avec les choses que les mythes font accéder à un ersatz de vie et de dignité, que l'on pense aux golems de la mythologie hébraïque ou les automates d'Héphaïstos et de la mythologie grecque, et toutes leurs épigones comme la créature de Frankenstein ou les Terminators du film éponyme. Dès lors, s'il ne fallait retenir qu'une chose, c'est bien cet impératif de garder à l'esprit ces mises en garde et l'incitation à la prudence que véhiculent les mythes et les légendes à l'égard de l'animal et de la chose augmentée. Je vous remercie.